Merci. Monsieur Denaja, la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, s'il est une mesure de la réforme des collectivités territoriales portée par la présente majorité qui a particulièrement défrayé la chronique et exacerbé les passions sur les bancs de l'Assemblée nationale et surtout ceux du Sénat, comme ce soir, c'est bien celle visant à la création d'un nouveau type d'élu local, le conseiller territorial. L'instauration de cet élu hybride, ce Janus territorial, ne corrigeait aucun des défauts du système préexistant, aggravant même certains aspects et complexifiant l'entrelac des collectivités. Alors adopter cette proposition de loi, c'est se situer dans une démarche positive, c'est poser les bases sereines d'une nouvelle réforme, c'est le préalable à un véritable acte 3 de la décentralisation. La création du conseiller territorial offrait un menu indigeste, car si vous me pardonnez de filer la métaphore culinaire à cette heure tardive, en entrée, on instaurait une confusion généralisée entre départements et régions et un grave recul des capacités de ces dernières à construire des politiques ambitieuses. En plat principal, on nous faisait avaler une régression historique de la parité et un cumul institutionnalisé. Et en dessert, on nous faisait miroiter la fusion latente des collectivités régionales et départementales. Mais le pire, c'est que cette purge antidémocratique aurait été sanctionnée par une addition particulièrement salée. L'exposé des motifs de la loi, aujourd'hui soumise à abrogation, critiquait non sans raison l'enchevêtrement des compétences locales, mais le remède proposé était quand même particulièrement étrange, car la loi y répondait par un entrelacement accru des fonctions électives et de fait par un obscurcissement pour le citoyen de l'exercice des responsabilités locales. De plus, cette loi générait mécaniquement une confusion considérable, car en effet, comment envisager un débat démocratique serein et clair si une même élection devait décider de la politique de deux collectivités aux compétences pourtant différentes. Curieuse façon de simplifier le complexe édifice de notre République décentralisée. Pensons un instant à cet élu virtuel et qui heureusement le restera. La confusion schizophrénique aurait rapidement guetté, le nouveau conseiller territorial devant être en même temps à l'hôtel du département pour le conseil général, se trouver à l'hôtel de région pour siéger, sans bien sûr quitter son vaste canton redécoupé. Nous ne sommes plus dans le dédoublement, mais dans le triplement de personnalités, tout ceci bien sûr en conservant une activité professionnelle, ce qui eût été, avouons-le, impossible, vu la charge de travail imposée. Tout aussi dramatique également, le conseiller territorial faisait reculer la capacité des régions à piloter une politique à son échelle par une cantonalisation de l'intérêt régional. C'était de fait revenir à la situation antérieure à 1986. C'était aller également complètement à rebours des évolutions constatées partout en Europe, où les régions sont de plus en plus en pointe dans le développement économique. Le mode d'élection du conseiller territorial au scrutin uninominal majoritaire aurait conduit également à une annihilation du pluralisme et de la diversité dans les régions. Or, nous devons assurer la plus juste représentation possible de l'ensemble des courants de pensée si l'on veut une démocratie territoriale vivante. De plus, nos assemblées locales doivent représenter la société française d'aujourd'hui, une société plurielle, une société métissée, socialement ouverte à tous. C'est le sens du rétablissement du scrutin proportionnel au régional qui nous est proposé ce soir grâce à l'abrogation du conseiller territorial. En outre et surtout, le conseiller territorial mettait un terme à la parité dans les conseils régionaux. De fait, le passage à un scrutin majoritaire condamnait l'équilibre actuel des conseils régionaux qui comptent aujourd'hui près de 48% de femmes. C'est là un acquis majeur que nous ne pouvons pas accepter de voir remis en cause. C'est pourquoi ce que nous nous apprêtons à voter, c'est le rétablissement de la parité dans l'ensemble de nos régions. Plus tragique encore, dans la représentation des conseils généraux, ce projet gravait dans le marbre d'un nouveau mode de scrutin des déséquilibres inacceptables. Au niveau des départements, ce déséquilibre femmes-hommes était d'ailleurs tellement criant que le législateur avait institué en 2007 un ticket obligatoirement paritaire au cantonal. C'était certes en apparence un léger progrès, mais certains se sont à juste titre interrogés sur l'effet de cette mesure. Car à la question de savoir quel est le féminin de conseiller général, la réponse fuse. Avec ce système, le féminin de conseiller général, c'était suppléante. De plus, le conseiller territorial institutionnalisait le cumul des mandats.
à l'échelon local, car le nouvel élu, non content de devoir s'occuper au quotidien d'une population de 30 à 40 000 habitants, aurait dû avoir une charge régionale. Ce texte allait ainsi à l'inverse des efforts conduits depuis 1997 en vue d'imposer progressivement le non-cumul des mandats et que, sous l'impulsion du président de la République, nous allons poursuivre. Tout aussi critiquable, il aurait professionnalisé les élus locaux, obligés de consacrer à leur mandat plus qu'un plein temps. Or, nous avons besoin d'élus qui gardent un pied dans la vie professionnelle. Comme l'indiquait en commission des lois la semaine dernière notre collègue UMP Guillaume Larrivé, je le cite, « Je suis favorable au conseiller territorial comme première étape de la fusion de la région et du département. » Tout était dit. Le conseiller territorial était bien la première étape de la fusion programmée des départements et des régions. Les élus locaux l'avaient d'ailleurs bien compris en sanctionnant durement les candidats de la précédente majorité au Sénat en septembre 2011. Et à bien y réfléchir, le défunt texte aura au moins eu ce mérite, avoir permis à la gauche de devenir majoritaire au Sénat. En fait, le texte instaurant le conseiller territorial générait une forme de darwinisme institutionnel conduisant lentement à l'extinction d'une des deux collectivités ou peut-être à une Saint-Barthélemy des territoires, sans que l'on sache d'ailleurs vraiment qui de la région ou du département en sortirait vivant. Je le dis clairement, notre vision n'est pas celle-là, car nous sommes attachés au département comme échelon de proximité et que nous sommes déterminés à doter les régions de la capacité à affronter la concurrence européenne. Enfin, cette réforme était supposée économiser les deniers publics, louable intention, mais à y regarder de près, la création du conseiller territorial aurait été fort coûteuse, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, avec notamment la création de véritables petits sénats locaux, lestés de centaines d'élus et donc d'inévitables et dispendieux agrandissements des hémicycles. Bien sûr, on ne compte pas les nombreux techniciens qu'il aurait fallu recruter pour pallier l'absence d'élus cumulards, toujours quelque part, mais jamais là, un peu comme à l'UMP ce soir. Mes chers collègues, la création de ce conseiller territorial avait été présentée comme la pierre angulaire de la prétendue réforme des collectivités voulue par l'ancien président de la République, mais avouons-le, on a rarement vu architecte choisir une pierre si brute et taillée si maladroitement dans une masse aussi friable. Heureusement, cet édifice restera virtuel et il évoque finalement la triste mélodie du prélude pour piano de Claude Debussy, la cathédrale engloutie. Ce qui nous est demandé aujourd'hui par l'abolition du conseiller territorial, c'est en résumé de rétablir les départements dans leur plein exercice, de pérenniser le pluralisme et la parité au sein des conseils régionaux, d'empêcher la concrétisation d'un cumul institutionnalisé en dotant chaque échelon territorial d'élus qui lui sont dédiés et dès lors spécifiquement chargés de défendre d'une part l'intérêt départemental et d'autre part l'intérêt régional, d'empêcher une dérive des coûts financiers des collectivités et enfin de préparer le terrain législatif à une réforme territoriale nouvelle, plus juste, dans la ligne fixée par le président de la République, rappelée et précisée ce soir par le ministre de l'Intérieur. Pour toutes ces raisons, le groupe SRC votera bien sûr ce soir en faveur de l'abrogation du conseiller territorial.